Bonsoir à tous, c'est parti pour 2 heures d'émission politique sur LCI. On va revenir sur toute l'actualité de cette semaine avec sur ce plateau Dominique Jamais, journaliste écrivain, bonsoir. Patrick Girard, politologue et spécialiste de la gauche. Et cela tombe bien puisque pendant cette première heure, on reçoit Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Député donc de la France Insoumise de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. On arrive à la fin de la première session parlementaire. Comment se sont passées ces 6 premières semaines pour vous dans votre nouveau rôle de député à l'Assemblée ? Pour nous, plutôt pas trop mal. Je pense que on a su se faire entendre dans l'Assemblée. Je pense que tout le monde peut reconnaître qu'on est le groupe le plus cohérent en termes d'opposition à Emmanuel Macron. On forme une bonne équipe, je crois que c'est le bon terme. Et en même temps, on profite, parce que je sais que les taux d'audience montent énormément, on profite de l'Assemblée. D'abord pour essayer de convaincre, on joue notre rôle de député, mais aussi à travers l'Assemblée pour faire de l'éducation populaire, pour donner des informations, pour convaincre les Français. Voilà, on s'en sert aussi comme chambre un peu de chambre de médiatisation, on va dire. Alors justement, on va aller revoir toutes ces images. C'est vrai qu'ils résument un peu ces 6 dernières semaines en 6 actes presque. Ça a commencé dès le début, à votre arrivée à l'Assemblée. Les 100 cravates, il y a eu les 100 culottes, maintenant nous serons les 100 cravates, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Et donc, alors ce n'est pas le code vestimentaire de l'Assemblée. D'ailleurs, finalement, Jean-Luc Mélenchon s'y est fait, il l'a remise. Après, il y a eu le refus de se lever. Alors au moment de l'élection de François de Rugy, tout le monde, l'hémicycle se lève en chœur, sauf quelques députés de la France Insoumise. Il y a eu bien sûr ce refus d'aller écouter Emmanuel Macron au Congrès à Versailles. À la place, vous avez organisé cette manifestation place de la République. Il y a eu bien sûr le lendemain, pendant le discours de politique générale d'Édouard Philippe, ce code du travail brandi en contestation évidemment par rapport à la politique du gouvernement sur ce sujet-là. Et puis cette semaine, ce fameux panier de courses à 5 € qui illustre ce que peuvent représenter donc 5 € suite à la baisse des APL voulue par le gouvernement. Enfin, jeudi, vous avez quitté l'hémicycle. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Le groupe Les Républicains aussi pour protester contre l'organisation au sein de l'hémicycle de cette loi de moralisation de la vie publique. On comprend évidemment à chaque fois qu'il y a un message derrière, que ce n'est pas que un coup de com'. En revanche, je vous demande, est-ce que ça va être une méthode récurrente au sein de votre groupe ? Ça sera nécessaire. D'accord. Voilà. Il faut ajouter aussi, on ne le voit pas dans votre reportage, mais on prépare très sérieusement le dossier. On doit être parmi les groupes qui interviennent le plus. Vous déposez énormément d'amendements. Voilà, et absolument. je crois on montre qu'on prend très au sérieux l'Assemblée. Vous savez, nous, on est pour un régime parlementaire. Donc, on prend très au sérieux l'Assemblée, on se défend, on essaye y compris de faire passer des amendements. On a remarqué cette semaine, par exemple, parce qu'on considère que les 300 et quelques députés d'En Marche, c'est très hétérogène. Pour l'instant, ça fait un peu majorité Godillaume, mais on sait que certains se posent des questions déjà. Voilà. Et on essaye d'en convaincre certains. On y est arrivé sur quelques amendements mercredi. Tout d'un coup, ils ont enfin désobéi, j'allais dire, aux dictats gouvernementaux. Et ce qui explique d'ailleurs que jeudi, ça soit raidi. Notre sortie que vous commentez, elle vient de là. Parce que là, tout d'un coup, c'est devenu à nouveau très politico-rigide, à essayer de nous imposer un rythme, à essayer de nous imposer une forme de présidence qui ne sied pas à un débat parlementaire. Mais c'est parce que mercredi, certains avaient rompu les rangs comme ça. Voilà, on essaie de faire ça. Les cours, on les fera. On sera aussi ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'on n'hésitera pas, parce que c'est aussi notre rôle, à être dans les mobilisations. Pourquoi ? Parce qu'on pense que M. Macron n'a pas de majorité populaire pour faire appliquer son programme. Il a été élu pour battre Marine Le Pen. 15% des inscrits lui ont donné cette grande majorité parce que les législatives, on en parlera peut-être, mais avec le régime de la Ve République, sont de plus en plus secondarisées. Mais ça ne lui donne pas une majorité dans le peuple, par exemple, pour casser le code du travail. Il n'y en avait pas pour la loi El Khomri, il n'y en a pas plus pour une loi El Khomri pire. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, à la fois à l'Assemblée, à la fois dans les mobilisations et de manière démocratique. Dominique Jamais, est-ce que ça peut abîmer l'image de la France Insoumise ou est-ce que tout le monde comprend qu'il y a des messages derrière ces images ? Qu'il y ait une opposition, et même plusieurs oppositions, pourquoi pas, le pluralisme n'est pas une mauvaise chose, qu'il y ait une opposition, c'est souhaitable. Que vous soyez dans l'opposition, la France Insoumise, dans une opposition totale, c'est une chose, c'est très bien. Mais moi, je suis un peu gêné, je ne sais pas vous allez me le dire, je suis un peu gêné par le fait que la France Insoumise accompagne du geste son opposition. Est-ce que cela apporte quelque chose ou est-ce que ça n'enlève pas quelque chose, cette opposition qui est faite de gestes, d'atteinte aux convenances, aux conventions et même d'irrespect par rapport aux institutions ?
Non, je ne crois pas. Franchement, d'après J'espère bien que vous ne le croyez non, pas. mais il n'y a pas que ça. On essaie d'écouter. On tente des choses. À un moment donné, on regarde un peu si ça passe ou ça passe pas. Non, mais excusez-moi, Oui. ne pas se lever quand le président de la République est là, c'est... Non, c'était pas le président de la République. C'était le président de l'Assemblée. Ne pas se lever... Attendez. Je parlais des institutions, Point vous avez par raison. point. Ne pas se lever pour le président de l'Assemblée, ce qui est très ne pas porter de étonnant, cravate, c'est ça l'opposition. Attendez, sur les 3 points, on va regarder. Le président de l'Assemblée, ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne s'est pas donné de consigne. On est plusieurs, pas que nous, à pas s'être levés. Pourquoi ? Parce que, comment vous dire, on verra peut-être, ça changera peut-être pour la suite. Monsieur de Rugy, on n'a pas un très très grand respect de ce qui a été son rôle. Il s'est présenté aux primaires, il s'était engagé dans les primaires, raison pour lesquelles on n'y a pas été, à soutenir son candidat. Il change de candidat comme ça. Bon, il nous fait un discours, franchement, qui était un peu autoritaire. Ouais, un peu autoritaire. Donc, on n'a pas. Oui, mais spontanément, on n'a pas eu son enlever. La cravate, c'est plus simple. Attendez, pour ce qui est de Rugy, j'ai bien compris, et en somme, vous n'avez pas d'estime pour la personne. Ce manque d'estime, on peut le partager. Oui. Mais le personnage, le troisième personnage de l'État. Voilà, on a choisi, on ne s'est pas levé. Voilà, le président de la République, c'est autre chose. Ça, c'était un choix politique. Nous estimions, votre absence. Voilà, nous estimions que il était important de ne pas valider cet accent hyper présidentialiste qui fait qu'un président de la République parle juste avant son Premier ministre, dont je rappelle, vous le savez, mais enfin, je le rappelle aux téléspectateurs qu'il est le responsable face à la nation et de la politique menée. Donc, il faisait son discours le mardi. La Constitution l'autorisait, mais l'autorise. c'était une première. C'était une première qu'en dehors d'un changement constitutionnel, un président de la République réunisse le Congrès à Versailles, en réalité pour quasiment faire le même discours que son Premier ministre le lendemain. Et nous voulions signifier par cela que nous n'acceptions pas cet hyperprésidentialisme. Donc c'était un choix politique. La cravate, c'est simple. Je vais vous dire très franchement, je pense que nous représentons la diversité du peuple. Aujourd'hui, on n'est plus il y a 50 ans. Les gens ne portent plus de cravate. C'est plus un signe distinct. Jean-Luc Mélenchon porte une cravate. Et ça, oui. Mais le jour où nous l'avons fait, nous avons tous décidé de ne pas le faire pour pouvoir rentrer. Très franchement, je vais vous dire une chose. On ne pensait pas qu'on rentrerait aussi facilement. On nous a laissé rentrer et c'était fini. Il y avait plus de Je crois que le président de l'Assemblée lui-même n'est pas forcément attaché à ce on était un peu code. étonnés. On avait décidé de ne pas faire d'esclandre, je vais vous dire franchement. Mais on voulait montrer qu'il fallait que l'Assemblée soit le représentant du peuple. Ça ne veut pas dire, monsieur l'autre jour, le président des Républicains nous a dit pourquoi pas en tongs. Mais non, on ne va pas venir en tongs parce qu'on va venir, on est habillé convenablement, mais la plupart des Français sont habillés aujourd'hui convenablement, sans cravate, tout comme les femmes peuvent être habillées convenablement avec une jupe au-dessus du genou, parce que c'est aussi des critères vestimentaires qu'on imposait aux femmes. Et je crois qu'on a essayé de montrer que l'Assemblée, il fallait que ça change, quoi. Et ça s'est passé finalement assez facilement. Mais vous comprenez que cela choque des gens qui y voient une marque d'irrespect envers les institutions. Mais j'ai plutôt l'impression que beaucoup de gens ont apprécié notre geste. Mais bien sûr. Voilà, Puis beaucoup ne l'ont pas apprécié. Voilà, peut-être, mais les choses ont évolué, ça avance. Vous connaissez l'anecdote d'une première femme qui est venue un jour, c'était au Sénat, pour imposer que une femme puisse venir en pantalon. Aujourd'hui, ça nous semble désuet, mais c'était interdit. Voilà, et quelqu'un lui a dit, Madame, vous n'avez pas le droit de le faire. Elle a dit, que cela ne tienne, je l'enlève maintenant. On lui a dit, non, gardez-le. Et depuis, on accepte les femmes avec des pantalons, heureusement. Donc il faut que les choses évoluent. On l'a fait. Vous savez que ce n'était pas écrit dans le... Non, mais vous n'avez pas encore tombé la chemise. Non, mais on est... Attendez, je vous dis, on a un respect par rapport à on est, mais le respect passe pas forcément par une cravate. Alors, mais entre nous, soit dit, ce n'est pas le plus important de ce qui a été notre action pendant... Je suis bien d'accord. Votre action, dans les mois à venir, ça va être de continuer à l'Assemblée, de déposer ces amendements, etc. Est-ce que ça va être justement, par ces images, de mobiliser aussi l'extérieur de l'Assemblée ? C'est-à-dire une opposition dans la rue, par exemple ? Absolument, parce qu'on pense que l'Assemblée ne reflète pas la majorité politique du pays. En tout cas, sur certaines réformes. La loi travail, ça nous semble évident. Et donc, tout comme il est normal dans une démocratie, c'est au Parlement, mais c'est aussi dans les mobilisations sociales. Ça fait partie de la Constitution, il y a le droit de grève et tout ça. Nous allons essayer de pousser les mobilisations à la rentrée pour faire échec à cette loi travail, parce qu'on la considère aussi injuste qu'inefficace économiquement. Plus la mobilisation est forte, plus, et c'est le but, Emmanuel Macron peut plier, revenir en arrière ? Bien sûr, comme ça s'est passé. Vous l'espérez ? Bien sûr, et comme il y a eu des réformes qui n'ont pas été validées comme ça dans notre République. Justement, Patrick Gérard, vous qui observez la gauche depuis longtemps, est-ce que vous pensez que c'est possible, ça ? Oui, je pense que c'est possible. Enfin bon, la France insoumise a préempté finalement le leadership de l'opposition de manière très intelligente. Elle profite de l'inexistence du Parti socialiste, enfin de ce qui reste du Parti socialiste, la nouvelle gauche qui est inexistante à la Chambre. Le Parti communiste semble s'être réservé le Sénat comme
tribune, avec des coups qu'il a fait au Sénat, mais à l'Assemblée, il est peut-être beaucoup plus discret que ne l'est la France insoumise. Donc il y a une marge de manœuvre pour la France insoumise qui mange son pain blanc parce que sur le moment, elle est la seule à porter une parole différente sur un certain nombre de sujets. Il est vrai que sur, par exemple, la loi de confiance, ou ex-de moralisation de la vie politique, vous étiez peut-être les seuls, avec peut-être les Républicains en dernière phase, à apporter un point de vue différent. Sur la loi travail, sur les ordonnances, etc., vous serez sans doute les seuls à apporter une vraie différence. Je pense que les Républicains seront plutôt dans un soutien tacite au projet du gouvernement. Donc vous avez tout intérêt à capitaliser ce leadership de l'opposition, quitte à le traduire ensuite dans la rue. Avec tous les risques que ça peut entraîner, parce que y aura-t-il une réelle mobilisation dans la rue? Ça, je n'en suis pas vraiment Avec en sûr. plus 2 rendez-vous, celui de la CGT le 12 septembre qui appelle à une grève, le vôtre le 23 septembre qui appelle à un mouvement contre, je ne sais plus quel est l'intitulé exact, contre le climat social, contre les réformes au travail, contre la politique. M. Macron et notamment sa loi sociale, oui. Et sa loi sociale, oui, les ordonnances loi travail, ce sera adopté le 20 septembre. Pourquoi 3 jours après faire une mobilisation contre ce qui viendra d'être fait? Non, alors, il faut regarder le calendrier. D'abord, les choses ne sont pas concurrents. Nous soutenons la CGT, et en même temps, elles ne sont pas ensemble. La CGC, il y a plusieurs syndicats. On verra ce que fera Force ouvrière pour les manifestations du 12. Nous les soutenons pleinement et entièrement. Mais nous considérons aussi que la question de la loi travail, c'est aussi une loi qui contrevient à l'intérêt général. Et en tant que parlementaire, en tant que mouvement politique, nous avons aussi notre mot à dire. Et nous plaçons cette journée sur un week-end, bien après les mobilisations sociales. On espère très franchement que les mobilisations sociales vont continuer et que tout ça va faire jonction. Voilà, c'est une étape de plus mise. Alors, vous nous dites les choses ont été faites. Non. Le gouvernement va, le 20 septembre, va dicter ses ordonnances, mais il faut que ça revienne devant l'Assemblée. Et je vous rappelle pour la petite histoire que le CPE avait été retiré alors même qu'il avait été promulgué. Autrement dit, à un moment donné, il y a le temps politique et il y a le temps des mobilisations. Et si un gouvernement est affaibli, et je pense qu'Emmanuel Macron est déjà affaibli, on va peut-être y venir, comme le montrent les sondages de popularité, quelqu'un qui ne peut pas faire passer une loi parce que ça bloque de partout, à un moment donné, il doit prendre ça en évidence. C'est ce qu'on va essayer de faire. Dominique Jamais. Vous comptez sur la rue, vous voulez faire appel à la rue, et effectivement, compte tenu des résultats électoraux et du scrutin majoritaire, c'est tout ce qui vous reste, parce que vous n'avez pas d'espoir à l'Assemblée de renverser la majorité. Je l'imagine. Alors quand on dit la rue, je vous dis tout de suite, parce que dire la rue comme ça, on peut avoir l'impression qu'il y a un côté insurrectionnel. On compte sur les mobilisations sociales, un peu comme, vous savez, vous vous rappelez, novembre-décembre 95, au moment où Juppé était Premier ministre, il y a eu des mobilisations sociales appuyées manifestement par le peuple. On compte sur la même chose. Certains propos ou certains comportements qui sont proches de ceux des syndicalistes d'ailleurs donnent l'impression que vous faites fi de la démocratie représentative. Non. Attendez, mais est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir quelques regrets? Parce que si vous êtes réduit à un groupe, vous avez un groupe au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais c'est un petit groupe quand même. Si vous y êtes réduit, est-ce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé à faire l'union de la gauche? C'est quand même assez irritant, j'imagine, pour vous et pour vos amis, de considérer que la gauche dans son ensemble, la vraie gauche, elle faisait 25%, 28% du corps électoral. Vous n'êtes pas parvenu à l'unir. Si vous aviez rassemblé l'ensemble de la gauche, les choses se présenteraient, n'est-ce pas, de façon... J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Hamon a choisi jusqu'au bout de se présenter. Il a fait 6%. Monsieur Hamon. Ça, c'est le premier cas. Monsieur Mélenchon aussi. Oui, mais Monsieur Mélenchon a fait 19 et quelques pourcents. Oui, mais pas au départ. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, vous me pardonnerez de dire une chose. Et je sais en plus que vous ne défendez pas spécialement le Parti socialiste. Le Parti socialiste nous a fait le coup du vote utile pendant des années. D'accord ? C'était le parti qui tenait par le vote utile, au-delà même de ce qu'il présentait. Bon, dès lors qu'il y a une force du fait de l'effondrement du Parti socialiste, en réalité, de n'être plus une alternative à rien, puisqu'il faisait la même politique économique de la droite. Dès lors que vous avez une force qui émerge dans le pays, qui représente, qui peut aller au deuxième tour, à un moment donné, c'est peut-être aux autres de se poser les questions qu'ils n'arrêtaient pas de nous poser. Donc, bien sûr qu'on le regrette, mais on ne pouvait pas faire autrement, il fallait avancer. J'entends bien. Et je vous fais remarquer qu'à 600 000 voix près, c'est pas grand-chose, à 600 000 voix près, y compris avec une dernière semaine où les gens dont nous parlons
que ce soit M. Hollande, que ce soit M. Cambadélis, que ce soit même M. Hamon, on pensait qu'il était préférable de taper sur Jean-Luc Mélenchon plutôt que sur Marine Le Pen pour le deuxième tour. Je pense que nous avons tenu notre rôle jusqu'au bout et c'est eux qui doivent s'interroger. Je comprends que vous fassiez porter la faute sur le Parti socialiste. C'est tout à fait normal et vous avez quelques arguments dans ce sens-là. Merci. Mais enfin, quand même, quel gâchis, quel échec. Oui, vous auriez parfaitement pu être présent au second tour, voire, on ne sait jamais, hein, Jean-Luc Mélenchon en rêvait, voire avoir, bien sûr, on aurait pu remporter la victoire. Cela dit, c'est lamentable. Bien sûr, cela dit, nous sommes une nouvelle force. Je pense que la vie politique française se recompose en profondeur et que les partis anciens qui la structuraient, notamment à gauche, pour moi, ne remonteront pas la pente. Je n'y crois pas. Je crois que les partis du XXe siècle ne remonteront pas la pente, notamment le Parti socialiste. Et je crois que France Insoumise aujourd'hui, en tout cas si nous ne faisons pas d'erreur, est en capacité d'être le cadre de recomposition de ce qu'on appelait autrefois la gauche, que nous, on préfère appeler cet espace à la fois de solidarité, de souveraineté populaire, de planification écologique. En rassemblant plus large ou pas, justement, oui. Si on parle de l'avenir, avec qui, par exemple? Mais tous ceux qui souhaiteront construire avec nous. Il y a pas de, Parce que c'est vrai que depuis 6 mois... Nous ne sommes pas un parti, France Insoumise. Nous tenons à rester un cadre de recomposition ouvert. Par exemple, le groupe aujourd'hui, notre groupe à l'Assemblée, il y a une communiste, il y a 3 députés qui sont proches du parti Ensemble de Mme Autain, il y a Ruffin qui est une personnalité... Vous avez des gens qui viennent d'Attaque, vous avez quelques personnes comme moi, dont je suis le coordinateur, qui viennent du parti de gauche. Donc nous avons déjà un groupe divers. Et je suis à peu près sûr que dans les années à venir... tant dans les mobilisations sociales, dans les élections, nous pouvons devenir la force principale en France. Voilà. Nous avons une vocation majoritaire. Vous ne croyez pas que Jean-Luc Mélenchon, par quelques excès de paroles, par quelques manifestations de son caractère, est quelqu'un, qui fait peur à beaucoup de gens, et dont la personnalité paraît incompatible à plus de gens encore avec la responsabilité qu'il a briguée, celle de chef de l'État? Non. Moi, des gens qui font peur en ayant 19% des voix, j'en demande tous les jours, si vous voulez. Ça veut dire qu'ils font peur à 80%. Oui. Non, mais attendez, excusez-moi. Je pense qu'on a souffert, nous, de notre côté, on a souffert pendant des années de ne pas être en capacité d'une force de deuxième tour, et plus encore d'une force capable de gagner. Parce que vous nous dites on a un petit groupe, mais il y a une signification. Ça veut dire qu'on a 17 députés, et on a failli en avoir une quinzaine d'autres, à peu de choses près, qui ont montré qu'ils étaient capables non seulement d'aller au deuxième tour, mais de gagner au suffrage universel. Pour la gauche que nous représentons, pour l'espace que nous représentons, c'est une chose totalement nouvelle et qui change toutes les données. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait que le Parti socialiste, quelques communistes qui nous disaient on peut faire ça. Désormais, France Insoumise peut le faire. Sera encore votre candidat en 2022 ? Là, pour l'instant, les choses, on verra bien comment ça évoluera. C'est pas ça la question aujourd'hui. Lui-même dit que c'est pas la question telle qu'elle est posée. On construit, nous, en ce moment, un espace politique. Et on va surtout essayer de faire une chose, c'est de montrer qu'il y a une majorité disponible pour une autre politique, même si les urnes, malheureusement, à 600 000 voix près, ne nous ont pas permis de le concrétiser maintenant. Mais on va essayer de le construire pour les 5 ans à venir. Peut-être plus tôt, d'ailleurs, parce que ce régime me semble très instable. Patrick Gérard. Oui, vous arguez du fait que vous avez obtenu 19% au premier tour de la présidentielle pour vous positionner en tant que, finalement, la force motrice de la reconstruction de la gauche. Je vous signale qu'en 69, Duclos avait eu 22% et Defferre 5%. Que la reconstruction de la gauche est faite différemment. Donc, et je pense que il y a quand même quelque chose qui risque d'empêcher ce rôle moteur que pourrait jouer la France Insoumise dans l'éventuelle reconstruction de la gauche, c'est que votre comportement a laissé des traces à gauche. Les socialistes, mais aussi les communistes, ont peur de votre position dominante. Et ça va quand même vraiment freiner le processus d'union. Moi, je vois plutôt un processus constant de désunion. Mais je vais vous dire une chose. Alors, premièrement, par rapport à la comparaison avec Defferre et Duclos, je fais remarquer que Defferre et Duclos représentaient les partis anciens et qu'effectivement, il s'est passé autre chose. On ne peut pas vraiment dire que la France Insoumise est dans le rôle de représenter des partis anciens. Nous sommes une nouvelle force, nous sommes un nouveau mouvement. On nous dit, vous n'avez que 17 députés, vous avez eu un candidat qui a fait que 19%, d'accord, mais enfin, moi, un nouveau mouvement qui naît comme ça, disons que ça nous donne quand même une certaine assise. Deuxièmement, je ne crois pas, je vais vous le dire une chose, je ne crois pas que le mouvement qui va naître à l'avenir se fera de reconstruction politique où tout d'un coup France Insoumise s'allierait avec le PC, le PS. Encore faudrait-il que le Parti socialiste, on connaisse sa ligne.
parce que je vous ferai remarquer que lors du vote de confiance, il y a eu 5, de mémoire, 5 contre, 5 pour, le reste abstention. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de ligne, en réalité, sauf celle peut-être de regarder et d'attendre peut-être d'approuver la politique de M. Macron. Donc nous continuons, nous allons construire ensemble avec tous ceux qui le veulent, mais pas avec une construction de cartel de partis avec les anciens partis. Ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos, par exemple, à nos camarades communistes qui voudraient faire des choses avec nous, mais je crois que le Front de gauche a montré justement que l'heure n'était plus au cartel de partis, qu'il fallait créer des choses qui soient capables à la fois d'être sur le terrain social, le terrain électoral, le terrain culturel, le terrain écologique, et que ça, pour l'instant, avec l'avenir en commun, il nous semble qu'on a su quand même montrer qu'il y a une alternative possible. Nous sommes, je crois, l'alternative possible. Et en même temps, c'est ce qu'on va essayer de montrer. C'était intéressant ce que Dominique Jamais disait, et ce que vous-même vous disiez, vous n'êtes Mais pas un c'est parti, très intéressant, vous êtes ce que Dominique Jamais. un mouvement, mais par conséquent, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de direction de parti, il n'y a pas de congrès. Cela rend Jean-Luc Mélenchon intouchable. Non, il y a Jean-Luc Mélenchon. On se donne le temps. D'abord, il y a des partis, je vous ferai remarquer, qui soutiennent. Moi, je suis le coordinateur du PG, il y a des congrès, il y a des votes, il y a tout ce que vous voulez. Donc, tout ça n'est pas sorti comme ça par hasard. Prenons le programme L'Avenir en commun. Il est l'héritier de programmes qui ont été concoctés par des cadres collectifs. Il est l'héritier du Front de gauche, il est l'héritier du nom de gauche au traité constitutionnel européen. Le programme est la seule chose démocratique. Il a été validé par des plateformes, par des conventions. Cette année, on fera une convention de la France Insoumise, une grande convention. On va essayer de se donner le temps pour inventer des cadres, j'allais dire, d'organisation démocratique, mais qui n'ossifient pas à nouveau ce mouvement et en le renvoyant finalement à des mêmes dynamiques de partis, entre fractions, etc. Voilà, on va essayer d'inventer. Laissez-nous, on a quelques mois pour justement être à la hauteur de la société, notamment aussi en puisant sur les réseaux sociaux, qui sont, on l'a bien vu pendant cette campagne, une manière importante de s'impliquer. Sur les idées, mais pas forcément sur les personnes, alors du coup. C'est-à-dire votre fonctionnement démocratique, là, sur les idées, sur votre inventivité, mais pas sur les incarnations. Les incarnations, vous avez remarqué, on nous disait Jean-Luc Mélenchon est un homme seul. Vous avez vu qu'à l'Assemblée, c'est loin d'être le cas. C'est vrai. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on doit être le groupe parlementaire qui a le plus de personnalité, que ce soit sur les médias, sur l'Assemblée, etc. Donc on ne peut pas nous dire ça. Je crois au contraire qu'il y a une très grande diversité, y compris de gens qui, comme Caroline Fiat, était assistante sociale il y a encore quelques jours. Non, je crois qu'on incarne quelque chose d'autre et on va essayer de garder cette fraîcheur. Voilà. Patrick Gérard. Non, mais en tous les cas, ce qui est quand même curieux, c'est que les deux seules forces politiques en France aujourd'hui qui ne se veulent pas réellement partis politiques, mais qui se veulent mouvement et qui tiennent vraiment à la différence entre mouvement et parti politique, c'est-à-dire vous, la France Insoumise, et la République En Marche, sont les deux forces qui fonctionnent le plus dans la personnalisation et l'incarnation de leur leader, Emmanuel Macron d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre. C'est quand même assez bizarre. Justement, je contredis ce que vous dites. C'est vrai que, alors, pas sur le premier point, vous avez raison de dire que ces deux forces, quoi que je pense de Macron et de sa politique, il a su sentir quelque chose. En nous copiant d'ailleurs pas mal au niveau plateforme, informatique, etc. Mais laissons ça de côté. Il a su comprendre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'on peut essayer de jouer sur cette majorité. Parce que beaucoup ont été élus en se disant « Allez, on va rénover la vie politique. » Ils n'étaient pas forcément prêts à casser le code du travail, à faire passer l'état d'urgence en loi. On va bien voir. Mais par ailleurs, pour notre part, non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas... Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon et puis une espèce de masse de gens qui uniquement signeraient sur l'informatique, sur ordinateur, leur soutien à France Insoumise. Vous le voyez bien, il y a plein de gens qui émergent un peu partout. Donc c'est notre richesse. On est au contraire des centaines et des centaines de personnes à émerger, même plutôt des milliers. Et je crois que c'est tout l'inverse d'un mouvement qui serait uniquement représenté par une seule personne. Même si nous assumons le fait que dans la Ve République, il faut une figure tribunicienne, ça c'est clair. On lutte contre la Ve, mais en même temps, on est républicain, donc c'est par les urnes qu'on veut changer le pouvoir. Donc on assume cette fonction tribunicienne. Et de ce point de vue-là, franchement, Jean-Luc est vraiment le meilleur pour le représenter. On verra à l'avenir, mais pour l'instant, je pense qu'il est le meilleur pour le représenter. Dominique Jamais, et après on passe aux questions d'actualité. Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez candidat à l'Assemblée nationale, ce n'était pas la première fois. Vous avez été élu député pour la première fois. Et tout, aussi bien dans votre discours, dans vos propos et dans le comportement de votre groupe parlementaire, tout semble indiquer que vous pensez, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que ce n'est pas à l'Assemblée nationale que se jouent les choses. Eh bien, nous regrettons totalement ça. Peut-être à la différence. Mais vous en êtes d'accord ? Peut-être, oui, mais justement, on veut essayer de faire en sorte que l'Assemblée soit à nouveau un lieu de débat. C'est pour ça qu'on tient tellement... Souvent, votre comportement
et votre langage, pas à vous, à votre groupe, donne à penser que vous êtes hostile à la démocratie parlementaire, à la démocratie représentative. Non, là, vous nous avez mal écouté, au contraire. Non, pas tant que cela. Sur la démocratie parlementaire, nous sommes pour une 6e République dans laquelle le Parlement aurait une importance bien plus importante que l'exécutif et qui supprimerait, pour aller vite, enfin, c'est mon souhait, le rôle d'un président élu, d'un espèce de monarque. Avec des députés révocables. Avec des députés, avec la révocabilité des élus, etc. Non, au contraire, nous pensons que le Parlement est au centre. Alors, c'est pas le seul. Il faut le Parlement actuel. Non, mais pas le Parlement actuel. Regardez le rôle qu'on lui donne. C'est ce que Regardez le rôle qu'on lui donne. C'est ce que je vous dis. On essaye malgré tout cet été de le faire vivre. Et ça, personne peut nous retirer. Voilà. Mais on nous contourne par les ordonnances. On essaye de nous faire passer jour et nuit une espèce de loi confiance qui, soi-disant, est sur la vie publique et qui, en réalité, ne vise qu'à taper les députés, parce que, pour le coup, les ministres, le président de la République, les pouvoirs de l'argent, tout ça, on l'ignore totalement. Donc, on essaye, au contraire, de prendre très au sérieux notre rôle de parlementaire. Et nous souhaiterions, dans une démocratie rénovée de la 6e République que nous voulons, que le Parlement est beaucoup plus important. Vous savez, de ce point de vue-là, vous savez que les Allemands le pouvoir allemand n'est pas vraiment notre modèle d'un point de vue économique, etc. Mais au moins, ils ont un système qui me semble plus démocratique, où il y a un Parlement, une vie de parlementaire, sans les défauts de la 4e République, parce qu'il faut une majorité pour pouvoir destituer une ancienne majorité. Et en tout cas, c'est mieux que cette espèce de monarchie présidentielle qui est la nôtre, qui est des plus supportables. Éric Coquerel, je voudrais vous faire agir à plusieurs sujets d'actualité. D'abord, ce matin, l'agression d'une députée La République En Marche, Lauriane Rossi, agressée sur un marché de Bagneux, frappée parce que représentant la politique du gouvernement. En tout cas, c'est ce que son agresseur expliquait. Est-ce que c'est un symbole d'un ressentiment, d'une violence du citoyen envers le politique? Non. C'est pas un symbole, c'est une condamnation totale par rapport à cet acte-là. Il y a des tensions qui existent dans le pays. Emmanuel Macron est en train de les aviver chez les militaires, chez les fonctionnaires, chez les salariés. Il est en train de faire ce qu'il faut pour ça, mais rien ne justifie un acte de cette violence. Donc, condamnation totale et solidarité avec la députée. C'est la 2e fois en quelques semaines qu'une femme politique est agressée de la même manière. Oui. Est-ce que l'on a pour l'instant des renseignements, des informations sur l'agresseur de ce matin? L'agresseur de ce matin a expliqué qu'elle était une députée Godillot et que Emmanuel Macron... il y avait trop de présence médiatique d'Emmanuel Macron dans les médias. Vous voulez dire que c'est un adhérent de la France Insoumise? Non, j'en doute, j'en sais rien. Je ne pense pas qu'un adhérent de la France Insoumise donnerait un coup de poing à une députée. C'est vraiment pas le style de notre mouvement. Autant l'agression de cette députée, de même que l'agression contre Mme Kosciusko-Morizet, doit être condamnée, c'est intolérable, etc. Moi, j'ai été quand même assez étonné de la réaction de François de Rugy qui s'est mis à généraliser, à dénoncer la violence en politique, y compris dans les discours. Il y avait là une extension assez dangereuse. Violence physique et verbale. J'ai entendu ça aussi, et je trouve que ça, c'est pas bien de faire ça. Parce que, je vais vous raconter une petite anecdote. Cette semaine, on parle beaucoup avec les députés d'En Marche, on essaie de les convaincre. Et certains nous disent... vous n'êtes pas gentil, quoi. Vous nous agressez, etc. Alors que franchement, on essaie de les convaincre, quoi. Mais il faut qu'ils s'habituent à avoir une opposition. Il faut qu'ils s'habituent à avoir une opposition, que ce soit nous ou la droite, d'ailleurs, qui leur dit non, nous ne sommes pas d'accord, et qu'ils le fassent avec des mots... parfois un peu vifs. Oui, mais enfin, ça, c'est la vie de la démocratie. Donc, ne laissons pas croire, et j'ai entendu d'autres personnes disant, c'est normal, ceux qui appellent à la mobilisation sociale, finalement, ça se termine par des actes violents comme ça. Non, les choses sont très différentes. Les actes de ce type-là, qui attaquent une députée, en plus avec un coup de poing qui aurait pu vraiment très mal se terminer, sont intolérables, condamnables, et je ne sens pas du tout ce genre de montée violente comme ça. Et puis d'un autre côté, on a le droit effectivement des opposants réductifs. C'est la démocratie. Éric Coquerel, vous donnez l'impression, et je m'en félicite, et je me permets de vous en féliciter, d'être le visage civilisé de la France insoumise. Ça n'est pas toujours le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça n'est jamais le cas de François Ruffin, qui se conduit comme un voyou. Mais c'est pas vrai. Il faudrait que vous veniez un peu plus à l'Assemblée, parler avec François. Non. Moi, je l'ai vu à la télévision. Je ne me reconnais pas du tout dans... D'abord, je suis sur les... je suis sur les estrades avec François en pleine solidarité dans les mouvements sociaux, et nous sommes aussi vigoureux, et l'un et l'autre. Donc je ne suis pas d'accord avec cette différence. Je la sens pas comme ça du tout. Au contraire, vous prétendant renoncer. Non, mais c'est parce que c'est dommage. Vous n'avez pas été élu dans votre mouvement. Peut-être vous aurez été député. Est-ce que c'est violent de renoncer à cette indemnité? Je n'étais pas candidat. Je ne pouvais pas être élu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous seriez à l'Assemblée. Regardez bien ce que fait François. Au contraire, je pense qu'il fait des vrais discours, des vrais discours pédagogiques. Je ne sais pas si Éric d'interpeller les députés d'En Marche avec
je veux dire, les exemples concrets qui sont les siens. Un gentleman cabrioleur. Je ne sais pas si Éric Coquerel est l'incarnation de la France insoumise à visage humain, mais en tous les cas, la manière dont il parle des élus de La République En Marche me laisse penser que c'est la politique de la main tendue. Vous cherchez à susciter une fronde ? Non, on cherche à les déstabiliser. Voilà, je vous le dis très clairement, on cherche à les déstabiliser, on cherche à déstabiliser cette majorité qu'on a en face de nous, qui nous semble pas être le reflet d'une majorité politique dans le pays. Et si nous arrivons à les déstabiliser, nous en serons satisfaits. Quand je dis déstabiliser, ça ne veut pas dire personnellement, ça veut dire faire émerger des gens qui tout d'un coup pourraient voter d'autres choses. On y est arrivé cette semaine. On a fait quelque chose cette semaine de nouveau, par exemple, ça n'a pas été dit, mais on a initié, pour ma part, c'était le rôle qui m'était dévolu, une conférence de presse avec les Républicains constructifs, Nouvelle Gauche, le Parti communiste et nous, pour défendre un même amendement demandant que le verrou de Bercy saute. Vous savez, cette juridiction spéciale. Bon, voilà, on va utiliser tous les moyens pour faire passer nos idées. C'est le fond de nos idées qui compte. Et de ce point de vue-là, s'il y a des gens d'En Marche, on va essayer de les convaincre. Et puis on est sûr que si on n'arrive pas à les convaincre, il y a des gens qui ont voté pour En Marche qui seront convaincus de l'autre côté de la télé. Alors, on va aller maintenant un peu plus rapidement sur une série de questions qui ont marqué la semaine. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, doit-elle démissionner ? En tout cas, non, peut-être pas, parce que je pense qu'elle est tellement affaiblie qu'il faut qu'elle continue à défendre sa loi travail. Vous savez, quelqu'un qui spécule sur les licenciements et qui propose une loi qui défend les licenciements, je pense quelque part que c'est du pain béni. Mais je pense que grâce à elle, tout ça ne va pas tenir très longtemps. Mme Pénicaud, c'est un vrai problème. Vous savez que c'est quasiment un délit d'initié. Ça a été peu dit. Parce vous savez que les stock options qu'elle lève sur ses actions, elle le fait quelques jours avant qu'il y a le plan de licenciement qu'elle décide elle-même avec la direction. Et elle fait volontaire. Voilà. Et je trouve que c'est quand même d'une immoralité politique. Enfin, pas pour ces gens-là, parce qu'elle défend l'oligarchie financière. Finalement, ces gens-là ont tous les intérêts pour licencier facilement les gens. Mais voilà, c'est la représentation du gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais précisément, on peut avoir l'impression que lors du débat sur la moralisation de la vie publique ou le rétablissement de la confiance dans la vie politique, un certain nombre de dispositions ont été maintenues, d'autres ont été supprimées en fonction des craintes que peuvent nourrir tel ou tel ministre ou tel député de La République En Marche. Absolument. C'est le cas de Mme Pénicaud, c'est le cas vraisemblablement de M. Ferrand. La loi sur la moralisation a de gros trous. La loi sur la moralisation, elle sert surtout à affaiblir le Parlement et à pointer le Parlement du doigt pour des choses justes. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des excès sur la gestion des frais, sur la réserve parlementaire, sur l'emploi fictif de collaborateurs familiaux par des députés. Mais quand on voit qu'ils ont refusé le casier judiciaire vierge, ils ont refusé le fait qu'un député ne puisse plus continuer à faire des travaux de conseil. Et quand on regarde malheureusement les CV de certains députés, on se demande, En Marche, on se demande si effectivement c'est pas juste arrangé pour eux. Ils ont refusé tout ce qui a un lien avec le lobby, le pantouflage, le contrôle populaire. Donc en réalité, c'est une loi pour pas grand-chose qui valait sûrement pas une séance extraordinaire. Justement, vous sentez, vous percevez cette activité de lobbying autour des députés de La République En Marche ? Pas encore, mais elle existe. Ouais. Elle existe. Je sais que certains, par exemple, ont expliqué, parce que vous savez, on a des offres comme ça, qu'ils avaient une société de conseil. Moi, j'ai une entreprise. Moi, c'est fini. J'ai démissionné de mon poste de gérant. On ne peut pas continuer à faire les deux choses en même temps. Et eux, ils veulent garder leur activité de conseil. Mais enfin, le conseil, c'est quoi ? C'est à un moment donné avoir une action d'influence. Ce n'est pas compatible avec défendre l'intérêt général. Donc oui, je pense que, vous savez, c'est le monde... Monsieur Macron, c'est quand même le monde de l'argent et d'une certaine oligarchie. Je ne dis pas que tous les députés d'En Marche sont comme ça, mais il y a un certain nombre, oui, bien sûr. La société civile. Sur la politique... Ouais, société financière, on va dire. Politique économique et industrielle d'Emmanuel Macron. Demain, on aura la décision sur GMS. Après-demain, Bruno Le Maire sera en Italie pour négocier avec les Italiens après avoir nationalisé partiellement les chantiers navals de STX. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Alors, déjà, pour un gouvernement qui nous fait... qui veut nous montrer que le libéralisme est vraiment la panacée ultime, qu'il faut donner de la liberté, comme ils disent, au monde du travail, c'est-à-dire déréguler au maximum, et dont la première action est de nationaliser STX, c'est quand même, je trouve, c'est un paradoxe terrible qui, moi, me réjouit personnellement. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut nationaliser STX, puisque malheureusement, aucun industriel français lié au domaine maritime n'a jugé bon de prendre possession des chantiers. Il faut garder un chantier pour des raisons militaires, pour des raisons stratégiques. C'est le dernier grand chantier, et alors que l'activité économique maritime devrait être une priorité si on voulait relancer l'activité de manière écologiquement responsable. Bon, donc, s'ils font ça, tant mieux. Nous, c'est ce qu'on demande depuis des années. Pour GMS, j'attends demain. J'espère que, franchement, déjà, le plan qui a été proposé, c'est un plan vraiment rikiki, quoi. Les salariés là-bas. La moitié des salariés. Mais oui, qui et en plus, alors qu'on sait que derrière ça, c'est autre chose. C'est que
les industriels de l'automobile français sont en train de tout délocaliser dans les pays d'Afrique du Nord. C'est ça la réalité, etc. Et c'est ça qui se cache derrière l'histoire. Et moi, je refuse cette désindustrialisation et ce dumping généralisé. Et l'État a des actions et devrait intervenir par rapport à ça. Il nous reste 30 secondes pour que je vous demande, est-ce que vous condamnez ce qui se passe au Venezuela en ce moment, le gouvernement Maduro, 113 morts depuis 4 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas cette vision-là du Venezuela et de ce que vous dites. Les choses se passent beaucoup moins bien que nous souhaiterions, ça c'est vrai, mais les choses se passent aussi moins mal que ce que vous dites, ce que vous répercutez. Aujourd'hui, c'est un petit Bachar el-Assad, M. Maduro. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. 113 morts. Aujourd'hui, il y a un vote constitutionnel, il y a des queux partout. On a des observateurs qui sont là-bas. Il y a des morts des deux côtés. Là, récemment, il y a eu des pro-Maduro qui sont souvent noirs de peau, parce que l'opposition dont vous parlez très à droite en plus, elle a quand même des relents racistes qui ont été brûlés vifs. Donc la violence. 80% des Vénézuéliens qui est contre ce qui est en train de faire Nicolas Maduro. On verra bien. On verra bien ce que donnera la constituante. Moi, j'entends parler de ça depuis Chavez. D'accord. Dès que les cendres de Chavez, à peine les cendres de Chavez étaient froides, on tapait comme un dictateur. Moi, j'étais là-bas. Il y a élection après élection. Je ne dis pas que je fais de ce que fait Nicolas Maduro un modèle, mais je dis que là-bas se passe une confrontation, y compris par rapport aux États-Unis d'Amérique avec Trump qui veut remettre en question ce régime. Et je dis, voilà, c'est plus compliqué qu'on ne le dit. Merci Éric Coquerel, merci à vous. On se retrouve tout de suite pour débriefer l'actualité politique de cette semaine à nouveau. À tout de suite.